nous allons démarrer cette deuxième journée du printemps de l'interdisciplinarité. Après hier avoir consacré notre journée aux problèmes environnementaux, écologiques et puis une approche par la science-fiction pour clôturer la journée, nous allons ce matin nous intéresser aux questions de santé avec la présentation d'un projet mené à l'Université de Lille qui fait appel à des doctorants dans diverses disciplines autour d'un objet commun qui est la maladie de Crohn. Donc, je donne la parole à Béatrice Touchelet qui va animer cette table ronde avec deux doctorants dont je vais essayer de ne pas écorcher les noms, Martin Pommel et Léo Heulebard. C'est bien ça? Merci. Merci à vous. Oui, bonjour à tous. Alors, il y a une troisième doctorante, en fait, que j'ai mise entre... Vous ne voyez pas? Oui. Vous n'entendez pas. Il y a une troisième doctorante que j'ai mise entre parenthèses parce qu'elle n'est pas là, mais ils travaillent ensemble. Donc, voilà, ces travaux seront évoqués. On s'est réparti le travail tous les trois, là, une table ronde qui est sacrément pas ronde, mais bon. Alors, effectivement, notre recherche et... l'objet de cette pluridisciplinarité que nous menons, enfin qu'ils mènent surtout, sont surtout les doctorants, depuis un petit bout de temps maintenant, a comme objectif d'essayer de trouver les causes, un faisceau de causes de la maladie de Crohn. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter la façon dont des historiens, je suis historienne, professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Lille, et j'ai été contactée par un médecin, une gastro-entérologue du CHU de Lille qui travaille à l'INSERM, et je vais vous raconter cette histoire qui aboutit à trois doctorats en fait, plus d'autres recherches. Il y a eu des étudiants qui ont travaillé aussi dans le cadre de master pour ce projet. Donc, quand les sciences dures viennent chercher des historiens, une histoire de collaboration, c'était à l'occasion d'un séminaire un séminaire organisé par des historiens sur les statistiques et la démocratie. Et je ne sais pas comment, mais Corinne Gauvert, qui est gastro-entérologue au CHU et à l'INSERM de Lille, est venue présenter ses travaux avec une statisticienne qui s'appelle Hélène Starter, qui est de son équipe, et elle nous a présenté un registre qui est le registre EPIMAD, dont je parlerai un petit peu. Elle nous a présenté les recherches de ceux qui sont en sciences dures, en fait, les statisticiens, les épidémiologistes, les médecins d'une façon générale, et qui travaillent sur les recherches de la maladie de Crohn. Et à la fin de cette présentation, on est tombé d'accord, Corinne Gauvert et moi, pour essayer de mener ensemble, d'introduire, disons, l'histoire en tant que discipline, dans ces recherches des causes environnementales de la maladie de Crohn. Alors, on avait donc défini un objet commun, la maladie de Crohn. Du côté des sciences dures, je vais qualifier comme ça à partir de maintenant les travaux des épidémiologistes, les travaux des statisticiens et les travaux en fait de ceux qui sont rattachés au registre EPIMAD. Du côté des sciences dures, la maladie de Crohn pose un problème qui est un problème évident, c'est qu'on ne connaît pas les causes. Et par contre, on sait très bien, et ça on va vous le montrer, et c'est autour de ça que travaillent beaucoup les deux doctorants ici présents, on sait très bien que cette maladie est fortement inégalitaire, on sait très bien qu'elle est très fortement concentrée dans certaines régions, en particulier dans le nord, il y a tout un croissant nord et nord-est de la France, où il y a beaucoup de cas de Crohn, mais on ne sait pas. Et on sait très bien aussi que c'est une maladie qui frappe plus les femmes que les hommes, et qui frappe aussi des femmes, et désormais des femmes et des hommes jeunes. Donc de plus en plus d'enfants, par exemple, d'adolescents plutôt, c'est autour de 14 ans, ont la maladie de Crohn. Donc c'est une maladie qui n'est pas suffisamment rare pour être prise en compte par des financements qui sont destinés à des associations, des fondations qui financent des recherches sur les maladies rares. C'est une maladie, par contre, qui est extrêmement invalidante parce que vous avez une inflammation permanente par crise, ça marche, mais vous avez une inflammation permanente de l'intestin. C'est une maladie qui désormais fait partie des ADL, des ALD, pardon, les maladies... Voilà, affection de longue durée, donc vous avez droit. Bon, par contre, c'est une maladie qui socialement et sur le plan
du travail et du milieu de travail est extrêmement gênante parce que vous êtes obligé de courir aux toilettes toutes les minutes quand vous avez une crise. Donc, c'est une maladie mal vécue et vraiment invalidante sur le plan social, sociologique. Et voilà, donc je vous ai raconté tout ça. On a deux axes dans nos recherches. La recherche se concentre sur la maladie de Crohn, vous l'avez compris, dans le nord-ouest de la France, donc département du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, Seine-Maritime, à peu près 6 millions d'habitants, où la fréquence de la maladie est la plus importante de France. Je vais vous montrer quelques cartes. L'étude, je vous l'ai dit tout à l'heure, s'appuie sur un registre qui a été créé par justement Corinne Gauvert, épidémiologiste à Lille. C'est un registre qui recense tous les diagnostics de Crohn, diagnostics qui sont faits par les épidémiologistes qui constatent que le patient a la maladie de Crohn. Donc, ce registre-là permet de définir des zones qui sont, que l'on qualifie de clusters. C'était une recherche assez pionnière. Maintenant, on en parle beaucoup des clusters. Mais au début, dans les années 80, au début des années 90, quand le registre EpiMAD a été mis en place, on parlait très peu de ces clusters. Et là, on avait vraiment des travaux de statisticiens qui étaient très, très innovants. Alors, une forte concentration que nous donne ce registre. Le registre, lui, il ne concerne que la région la plus impactée, celle qui est en rouge, là. Donc, vous voyez bien autour de Lille, vous voyez bien en fait de Lille à Strasbourg, une espèce de croissant, enfin croissant, ce n'est pas trop un croissant, mais bon, une espèce de barre là, où on a une très forte concentration des diagnostics de Crohn. On a encore, alors, la carte de la France entière est établie puisque c'est une infection de longue durée. Donc, on arrive aussi à avoir des clusters. Vous voyez, il y a des points qui sont des points rouges, paf, en plein dans la Creuse. Donc, ça veut dire qu'a priori, la cause n'est pas trop la pollution. Est-ce que ce serait l'existence de dépôts de munitions qui auraient pu être effectivement installés là pendant les guerres? Point d'interrogation, donc il y a une multitude. Vous voyez que certaines zones extrêmement industrialisées, je fais référence là à Rhône-Alpes par exemple, là on est en bleu, enfin en bleu-vert. Bleu-vert, ça veut dire qu'on a des zones de sous-incidence. Il y a moins de cas que dans la moyenne des cas sur l'ensemble du territoire. Donc, pollution, métaux lourds, a priori, ce n'est pas forcément ça. Du côté du Bordelais, alors on pense tout de suite au vin. Ben oui, d'accord, mais est-ce que c'est ce qui explique aussi en Alsace, par exemple, on n'est pas dans une zone générale de surincidence. Donc, voilà, si vous regardez la région de Marseille, Marseille-Perpignan, là, on a un petit croissant. Là, il y a quelques régions, quelques zones où il y a une très, très forte concentration, mais d'autres endroits où on trouve à peu près les mêmes activités économiques, industrielles, c'est la Rhône-Alpes. Donc, évidemment, là, on a affaire à un mystère, disons, qui suscite beaucoup de recherches. Et c'est pour ça, c'est pour essayer de trouver finalement des points communs entre les régions dans lesquelles, les clusters dans lesquels on a beaucoup, une concentration de Crohn. Essayer de trouver les points communs entre ces clusters-là, ce qui est rouge paf sur la carte. Qu'est-ce qui caractérise ce qui est rouge paf dans la carte? Pas facile, c'est ce que fait Hugo, qui est ici présent, Léo, pardon. Non, Léo, enfin bref, oui, pardon. Vous vous présenterez, de toute façon, comme ça ira mieux. Alors, la carte des clusters de la maladie de Crohn dans le Nord, c'est toujours Corinne Gauvert et ses collaborateurs. Ils se concentrent dans le Nord, puisque c'est là qu'il y a le plus de Crohn. Même dans le Nord, ce n'est pas du tout évident. Vous avez toute une région, celle de Rouen, par exemple, on voit que c'est en sous-incidence. Bizarre, alors que, a priori, on pourrait penser que c'est une région où il y a beaucoup de circulation, c'est une région où il y a des activités industrielles, il y a aussi des activités de longue date, des activités qui sont des activités agricoles, voilà, des clusters très concentrés également dans le Nord, la région de Lille, il n'y a rien, enfin rien. Il y a aussi des clusters qui apparaissent et qui disparaissent. Ils ont vu ça grâce au registre EpiMAD à Boulogne-sur-Mer, par exemple, port de pêche. Il y a eu pendant quelques temps un cluster de très forte surincidence et puis plus rien. À un moment, il y a eu une piste qui a été évoquée, c'était celle du stress. Alors, tout le monde est stressé, enfin plus ou moins, pas plus dans le nord que dans le sud ni dans le centre, a priori. Stress qui pourrait frapper les gens qui sont des migrants. Autour de Calais, il n'y a rien. Donc, alors évidemment, les migrants qui sont à Calais ne vont pas aller faire un diagnostic chez un épidémiologiste.
quelque part, pourquoi pas? Enfin, bref, donc voilà. Alors, à l'origine de la construction des clusters, je vous ai mis une petite information sur la construction du registre EPIMAD. Là, vous pourrez regarder ça tout seul puisque c'est enregistré. Je ne vais pas prendre trop de temps. Alors, une recherche qui, si on veut chercher, trouver un faisceau de cause de la maladie de Crohn, c'est une recherche qui, a priori, ne peut être que pluridisciplinaire. Et c'est pour ça que les épidémiologistes sont venus chercher des historiens, parce que ce qu'apportent les historiens par rapport à cette recherche-là, c'est évidemment le temps long. Autrement dit, on resitue les clusters dans un temps plus long. On commence à voir, on essaye de voir quelles sont les caractéristiques environnementales des zones de plus forte incidence et des zones de moins forte incidence depuis, en gros, les années 1950. Au lendemain, depuis les lendemains, ou même on peut remonter un petit peu avant, mais les lendemains de la Seconde Guerre mondiale. À partir de cette période-là, et ça c'est l'apport des historiens, les historiens savent connaissent les changements majeurs qui ont caractérisé les régions françaises et la France dans son ensemble depuis les années 50. C'est par exemple, ce sont toutes les transformations des modes agricoles, les transformations des modes de consommation. Il y a eu une idée à un moment, le chewing-gum introduit par les Américains, les troupes américaines qui inondent les populations de chewing-gum. Peut-être que évidemment il peut y avoir un impact. Le tabac aussi, alors là ça marche pas forcément, mais bon, donc vous voyez, on a des, et ça c'est aux historiens qu'il appartient en fait de resituer cette histoire des clusters dans un temps plus long. Et c'est le travail de Léo Heugebard. Et voilà. Alors, c'est terminé. Je vous ai mis aussi, ça peut être utile. C'est en minuscule, mais bon, puisque c'est enregistré, quelques références bibliographiques, si ça vous intéresse. Les cytographies aussi, où est-ce que vous pouvez trouver, vous auriez pu trouver tout seul, mais registre EPIMAD. Le site de l'INSEE est très intéressant aussi parce qu'il vous montre quelles sont les caractéristiques justement médicales de la région nord. Il y a vraiment des caractéristiques qui sont très, très spécifiques. Et puis des sites industriels. Là, je pense que Léo va nous en parler. Voilà. Donc, j'ai présenté de façon générale ce projet-là qui dure depuis maintenant au moins disons à peu près 6 ans, et dans lequel Léo Heugebard a été introduit, mais depuis pratiquement le master en fait. Voilà. Alors maintenant, je vais laisser les 2 doctorants qui ont chacun leur spécialité. Il y a un historien et un non-historien, et c'est la pluridisciplinarité en acte. Vous allez constater que ce n'est pas forcément facile. Alors, juste une chose, effectivement, cette expérience pluridisciplinaire est très, très intéressante, mais elle n'est pas aisée. Toutes les institutions académiques poussent à la pluridisciplinarité. Le colloque, là, le montre. Dans les faits, si Léo, par exemple, au moment de sa soutenance de thèse, a un jury dans lequel on trouve un médecin épidémiologiste, un statisticien qui a construit les clusters, qui a fait des cas, un géographe et seulement 2 historiens, que va dire le CNU? Tout ça pour dire que la pluridisciplinarité en acte n'est pas forcément facile en fait à vivre et n'est pas forcément valorisée sur le plan universitaire et académique. Donc, on est là dans une situation qui est très, très intéressante, c'est très, très riche pour les doctorants et pour ceux qui participent à ce projet, mais il faudrait peut-être faire un petit effort, disons, entre guillemets, politique pour que dans les faits, dans les actes, lorsque vous soutenez une thèse pluridisciplinaire, vous soyez reconnu. Et là, le problème de la section CNU dans laquelle on va vous inscrire, ça c'est un problème qui malheureusement en fait guide la rédaction de la thèse. Et voilà. Donc maintenant, je vais laisser la parole aux 2 doctorants qui sont présents et qui vont se présenter rapidement. Ok. Merci Béatrice pour cette présentation déjà. Bonjour à tous. Je m'appelle Léo Heugebard. On va changer de diapo. Ok, ça marche. Donc je m'appelle Léo Heugebard, je suis doctorant en histoire contemporaine, dirigé par Béatrice Huchet, ici présente. Là, Martin et moi, on va prendre quelques minutes pour se présenter rapidement notre parcours, pour montrer que sans une recherche interdisciplinaire, un projet interdisciplinaire
celui auquel on participe, on se serait certainement jamais connu et on n'aurait certainement jamais du tout travaillé ensemble. Donc, voilà, pour vraiment repartir très loin, moi j'ai fait un bac L, je suis très nul en biologie, en physique-chimie, ce qui est un peu gênant dans un projet sur une maladie. Mais c'est aussi pour ça qu'on a des gens avec qui on travaille qui eux sont très bons sur ces maladies. J'ai fait une prépa lettres, vraiment un parcours littéraire classique qui a rien à voir avec les sciences dures. J'ai fait une fac d'histoire, j'ai un master en recherche en histoire où j'ai travaillé 2 ans. En fait, j'ai fait l'histoire d'une usine du Nord-Pas-de-Calais qui s'appelle Métal Europe, qui est un peu malheureusement tristement célèbre, mais voilà. Et donc, je termine ma 3e année de thèse avec Béatrice dans ce projet ISIT sur la maladie de Crohn. Et en fait, je fais la même recherche pour ma thèse en parallèle avec une autre pathologie qui est en fait l'insuffisance rénale chronique. Donc, j'ai aussi plein de clusters différents où je fais la même recherche que je vais expliquer dans quelques instants. Bonjour à tous, moi je m'appelle Martin Pommel et je suis doctorant aussi à l'Université de Lille en 2e année. Et moi j'ai eu une formation plutôt d'ingénieur agronome, donc plus biologie, et je me suis spécialisé vraiment en écotoxicologie sur les pollutions environnementales. Et du coup, en fait, pour introduire un peu le sujet d'aujourd'hui, en fait, chacun des doctorants, donc, il y a une personne qui est absente, et chacun de nous, doctorants, on a un peu le même objectif. En fait, on cherche à caractériser les clusters de la maladie de Crohn. Donc, il y a des clusters de surincidence et des clusters de sous-incidence. Et en fait, on cherche à les caractériser avec des approches vraiment différentes, mais qui sont complémentaires. Donc, Léo, comme il l'a évoqué, est historien. Et moi, en fait, mon travail, c'est plutôt de caractériser ces clusters sur le plan environnemental, mais avec des données en fait, que je trouve des données en open data, en open source, parce qu'il y a un ensemble de bases de données sur l'environnement qui sont disponibles et librement accessibles. Et donc ces données, j'essaie de les récupérer pour les mettre en lien avec les données de santé sur la maladie de Crohn. Et la dernière personne qui est absente, elle est spécifiquement sur la pollution des sols. Et donc son approche, c'est vraiment plus du prélèvement. Elle va échantillonner tous les clusters, faire des prélèvements de sol et ensuite analyser toute une batterie de polluants pour essayer de caractériser les sols de ces clusters. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va présenter rapidement chacun nos recherches et ensuite on discutera ensemble pour vous partager notre expérience de l'interdisciplinarité, les difficultés qu'on rencontre, comment on réussit à travailler ensemble, etc. Donc, je vais passer assez rapidement le contexte parce que Béatrice l'a assez bien présenté juste avant moi. Donc, simplement un chiffre qui est assez intéressant, qui provient de l'OMS et qui estime en 2016 à 23% la part de décès prématurés qui sont imputables à des facteurs environnementaux au sens large. Donc ça, je ne vais pas revenir dessus, c'est simplement pour rappel, en fait, il y a différents arguments qui soutiennent la piste environnementale dans la maladie de Crohn, et notamment, comme l'a dit Béatrice, l'inégale répartition de l'incidence dans l'espace qui fait penser à une cause environnementale, et d'autres facteurs comme l'avancement de l'âge de la maladie, les personnes qui la déclarent sont de plus en plus jeunes, et aussi une augmentation de l'incidence à l'échelle mondiale dans beaucoup de pays. Et donc, sur la base du registre de santé, donc le registre EPIMAD qui est tenu dans 4 départements, donc le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme et la Seine-Maritime, il y a eu un travail qui a été fait par des statisticiens à partir de l'incidence de la maladie à l'échelle de chaque commune. Ils ont mis en place une méthode statistique de statistique spatiale qui s'appelle la méthode de scan isotonique, qui en fait permet de repérer des zones atypiques d'incidence. Donc, un cluster de surincidence, par exemple, c'est une zone au sein de laquelle l'incidence de la maladie est anormalement élevée par rapport à la zone d'étude dans son ensemble. Et c'est corrigé en fait par exemple l'âge de la population ou le sexe également, puisqu'on sait que la maladie de Crohn est
et touche en proportion plus les femmes. Et donc, ces clusters, en fait, c'est un peu notre point d'entrée, nous, pour essayer de renseigner sur les causes environnementales de cette maladie. Et donc, en ce qui me concerne, ma problématique de recherche, c'est d'essayer de caractériser ces clusters sur le plan environnemental, comme je vous l'ai dit, en utilisant des données librement accessibles. Donc, à proprement dit, je ne produis pas de données, je récupère des données qui sont accessibles et je les manipule pour m'en servir. Donc, la première phase de ma thèse, ça a été en fait de construire une base de données environnementale. Donc, je vais essayer d'être assez concis, mais déjà, en fait, au niveau des étapes, il a d'abord fallu en fait définir le sujet d'étude, à savoir la notion d'environnement. Et dans mon cas, en fait, je considère l'environnement comme, au sens très large du terme, donc à la fois environnement physique au sens des pollutions, etc., mais aussi l'environnement social, l'environnement économique. Et du coup, je récupère un peu des données dans plein de bases de données, de plein de sources différentes. Et j'exclus tout ce qui relève du comportement individuel, parce que nous, on se place vraiment à l'échelle du territoire. On a des données d'incidence à l'échelle de la commune, et on n'a absolument pas de possibilité de traiter des questions individuelles, par exemple liées à l'alimentation ou ce genre de choses. Donc après, au niveau de ma base de données, moi j'ai une zone d'étude qui est en gros contrainte par les données de santé qu'on a à disposition. Donc comme je vous l'ai dit, c'est la zone couverte par le registre, et je travaille à l'échelle de la commune. Donc j'essaye de récupérer des données ou de transformer mes données pour qu'elles, finalement, elles s'expriment à l'échelle de la commune. Donc voilà, je vais passer assez rapidement. Donc j'ai défini des critères d'inclusion et d'exclusion de nouvelles données dans ma base. Et parmi les critères importants, j'essaye que mes données en fait soient disponibles à l'échelle nationale pour qu'éventuellement le travail que je fais puisse être décliné dans d'autres zones et que ça soit reproductible et transposable. Et voilà, vraiment la phase la plus chronophage pour moi, ça a été de récolter toute cette masse de données et de faire des transformations, beaucoup de SIG pour en fait tout placer à mon échelle de travail et à l'échelle de la commune. Donc voilà aujourd'hui comment se structure ma base de données. Donc en fait, j'ai décomposé l'environnement en dimensions. Moi, là où j'ai concentré vraiment mes efforts, c'est plus sur la case en vert, l'environnement, donc au sens physique du terme. C'est là où j'ai récolté le plus de données. Et puis on a aussi d'autres dimensions comme sociale, la santé avec des données sur l'accès aux soins, etc. Et donc je vais simplement faire un focus sur l'environnement physique pour vous montrer un peu le contenu de cette base de données. Donc en fait, l'objectif, c'était d'essayer de caractériser les 3 compartiments environnementaux, donc à savoir l'air, l'eau et les sols, et aussi d'essayer d'être assez représentatif des différentes pressions environnementales. Donc par exemple, à la fois les pressions urbaines, mais aussi tout ce qui concerne les pressions rurales, qui sont parfois moins bien décrites. Et donc voilà comment se structure ma base de données environnement physique. Donc j'ai des données de contamination que j'ai récupérées dans des bases de données, par exemple sur l'eau, c'est une base de données publique qui recense en fait tous les résultats des contrôles sanitaires qui sont réalisés dans les eaux de distribution. J'ai des données sur les pollutions atmosphériques, sur les pollutions des sols. Après, j'ai aussi des données d'émissions, donc qui sont issues en fait de déclarations, par exemple, qui sont faites par les industriels. Donc il y a aussi des bases de données qui recensent c'est assez grossier, mais les émissions des plus grands sites industriels. Après, j'ai aussi des données sur les sites, sur les sources polluantes. Donc, il y a un certain nombre de sites que j'ai localisés et j'ai calculé des densités de sites par commune, dans chaque commune. Donc, par exemple, le réseau routier, tout ce qui est incinérateur, les élevages, les stations d'épuration, etc. Après, j'ai des données sur l'occupation des sols, à la fois artificiel, urbain, rural, etc., mais aussi plus précisément sur l'occupation des sols agricoles avec le registre parcellaire graphique. Aussi des données sur ce que j'ai appelé pratiques agricoles. Donc là, j'ai notamment travaillé sur une base de données qui s'appelle la BNBD, qui est une base de données qui recense en fait toutes les ventes de produits phytopharmaceutiques, phytosanitaires, les ventes à des professionnels, et ça s'est
remonter à l'échelle des codes postaux. Et donc, moi, après, j'ai calculé des indices de pression phytosanitaire qui essayent d'estimer, c'est très grossier, mais l'usage des produits phyto à partir des ventes dans chaque commune. Ensuite, j'ai des données un peu plus sur, on va dire, la qualité environnementale, donc sur les réservoirs de biodiversité, sur aussi la rotation des cultures, etc. Et enfin, des données sur le climat également. Et donc, en fait, je vais vous donner juste un exemple de la manière dont j'utilise ces données, en fait. Pardon. La manière dont j'utilise ces données. Donc, en fait, un des moyens, par exemple, c'est de développer en fait, des indices composites, ce qu'on appelle des indices spatiaux composites. Et donc là, je vais faire un focus sur des indices que je suis en train de construire pour essayer d'estimer en fait, la qualité de chaque milieu, donc la qualité de l'air, la qualité de l'eau et la qualité des sols. Et donc, en fait, j'ai repris une méthode qui est utilisée initialement pour caractériser la multicontamination métallique dans les lichens. En fait, les lichens sont beaucoup étudiés, notamment pour caractériser la qualité de l'air. Donc, j'ai simplement repris la méthode de calcul qui consiste en fait à comparer pour chaque contaminant la concentration mesurée par rapport à une valeur de référence. Donc, en l'occurrence, pour les lichens, c'est on va dire le fond naturel présent au sein des lichens, pardon. Et donc, en fait, ça mesure en fait, une moyenne, ça mesure le niveau d'imprégnation moyen par rapport à des valeurs de référence. Et donc, j'ai en fait calculé des indicateurs de qualité. Donc là, par exemple, c'est pour la qualité des sols. Donc, j'ai récupéré des données, c'est une base de données qui s'appelle le RMQS. Et donc, j'ai calculé le RIM en prenant en compte tous les contaminants qui sont présents sur votre gauche. Et donc, on obtient la carte qui est présente à droite. Donc là, moi, je l'ai fait sur l'échelle du Nord et du Pas-de-Calais. Et j'ai décliné en fait ces indicateurs pour chacun des compartiments environnementaux. Donc, en l'occurrence, ici, pour le compartiment aérien, donc à gauche, vous avez les contaminants que j'ai pris en compte et aussi les valeurs de référence que j'ai utilisées, et la carte également qui se situe à droite. Et enfin, comme je vous disais auparavant, j'ai aussi fait sur l'eau avec la base de données qui recense en fait toutes les mesures réalisées dans les eaux de distribution, donc dans les eaux destinées à les eaux potables. Et donc, j'ai obtenu également cette carte. Et après, en fait, l'idée, c'est de calculer plein d'indicateurs de cette nature. Après, là, je vous montre sur les niveaux de contamination, mais ça peut être des indices de pression phytosanitaire. Voilà, il y a plein de possibilités. Et ensuite, la deuxième étape, ce sera de les mettre en lien avec les données de santé. Et ça, c'est la mise en lien avec les données de santé, c'est quelque chose que je suis en train de commencer à faire. Mais en fait, j'ai vraiment besoin d'être en interaction avec des statisticiens, etc. Et du coup, on vous en parlera juste après, mais ce n'est pas forcément toujours très facile. Et simplement, pour finir, donc, moi, l'avantage de mon approche, c'est qu'elle est très peu coûteuse parce que je ne produis pas de nouvelles données, donc je n'ai pas de manipulation à faire. En fait, ça permet de tester des hypothèses à moindre coût. Et après, au niveau des inconvénients, c'est qu'en fait, je suis très dépendant des données que je vais pouvoir trouver. Donc, les hypothèses que je peux tester, en fait, elles sont, je suis contraint par les données que j'ai à disposition. Et également, au niveau de la temporalité de mes données, les clusters, ils sont identifiés sur la période 1990 à 2014. Et moi, j'ai beaucoup de mal à revenir dans le temps. J'ai beaucoup de données très récentes. Donc, voilà pourquoi, notamment, une approche historique se justifie beaucoup, parce que moi, c'est vraiment quelque chose que je ne suis pas historien et je n'ai pas de données à cette échelle de temps. Merci, Martin. Donc, oui, tu as une partie sur l'Armaria. Okay. Je voulais juste parler un peu de la thèse de la Ramaria, mais vraiment en 2 secondes. Ouais. C'est simplement que voilà, elle a prévu un plan d'échantillonnage des clusters qu'elle est en train de réaliser. C'est pour ça qu'elle est absente. Et donc voilà, il y a tout un tas de contaminants qu'elle va analyser dans les sols. Donc des contaminants assez classiques, mais aussi tout ce qui est en lien avec la maladie de Crohn. Elle a fait de la biblio et elle va notamment étudier des choses qu'on suspecte qui peuvent jouer un rôle, comme les antibiotiques, comme certaines hormones, etc.
Et du coup, bon, si vous avez des questions, je pourrais vous en parler un peu plus longuement. Merci. Du coup, moi, ma thèse, en fait, c'est l'objectif, c'est en fait de répertorier les pollutions dans la région Nord-Pas-de-Calais, dans les clusters, plutôt que la région entière, mais en fait sur les 70 dernières années. Parce que comme Martin vient de le dire, il y a plein de bases de données sur le 21e siècle, sur les années 90, voire presque les années 80 de temps en temps. Mais avant, en fait, comme on ne prenait pas vraiment de mesures dans le sol ou ce genre de choses, eh ben, ça n'existe pas. Donc, mon objectif à moi pour ma thèse, c'est de combler le mieux possible, on va dire, ce manque. Alors pour ça, donc déjà, on a sélectionné deux types de pollution dans la région. Ouais, on a sélectionné deux types de pollution, les pollutions industrielles et les pollutions agricoles, en raison de leur importance en fait, dans l'histoire du Nord-Pas-de-Calais. Je ne fais pas un dessin sur l'histoire de l'industrie de la région, parce que, bon, entre le bassin minier, le textile, etc., on a compris. Un autre secteur qui a été très fort qui l'est toujours, mais qui a été très fort pendant plus longtemps encore que l'industrie, c'est donc l'agriculture. Comment est-ce qu'on peut essayer de reconstituer, de répertorier les pollutions industrielles? C'est une vaste question. Donc en fait, la chance qu'on a, c'est qu'on a un décret de 1810, un décret napoléonien, qui porte sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, qui est en fait l'ancêtre des actuelles installations classées pour la protection de l'environnement, qui est connu sous le nom de ICPE. C'est un décret qui, en 1810, oblige toutes les activités qui rentrent dans la nomenclature des activités insalubres à se déclarer. Et alors, chose encore plus chanceuse pour nous, ces dossiers sont aujourd'hui tous consultables en accès libre aux archives départementales. Alors, dans chacun de ces dossiers, on trouve des informations. Bon, alors, c'est un peu aléatoire de temps en temps, mais la plupart du temps, on trouve par exemple l'adresse de l'activité, le type de l'activité, sa raison morale, la personne la personne de l'entreprise qui est à la tête de l'activité. On a parfois même une date de début de l'activité et parfois même encore mieux une date de la fin de l'activité. Ça arrive beaucoup moins souvent. Donc ça, c'est dans les choses qui sont quand même les plus classiques, mais on peut même parfois trouver, quand on a vraiment beaucoup de chance, des enquêtes, des plaintes, comment dire, pardon, ouais, des contentieux avec un récit exact de ce qui s'est passé, de pourquoi les gens n'étaient pas contents à côté, etc. Donc, on a quelques traces, ça reste quand même assez théorique, mais on a quelques traces des pollutions, et en tout cas, on a la trace qu'il y a eu une activité insalubre à un certain endroit. La plupart du temps, ces documents, ils émanent de la sous-préfecture ou des conseils d'hygiène locaux, et ils permettent de faire en tout cas une sorte de puzzle des activités de ces dernières 70 années dans les clusters. Alors, la recherche aux archives, pour moi, elle est terminée, ce qui est quand même quelque chose, on est très content de terminer quand on est historien, parce que moi, je suis quand même ma troisième année. Et tout ça, ça a été regroupé au sein d'une très grosse, je trouve, très grosse base de données, où on a en tout 4500 activités qui sont réparties sur les 37 communes qui sont considérées comme les épicentres des clusters de la région Nord-Pas-de-Calais. Donc, évidemment, dans cette base de données, j'ai compilé les activités, les raisons morales, etc., tout ce que je vous ai exposé juste avant. On peut faire des petits tableaux. Alors, il est un peu petit sur le diapo peut-être, mais on peut faire ce genre de tableau donc, pour répertorier les activités. On peut comparer comme ça les activités de tous les clusters. Donc là, c'est pas évidemment, ce n'est pas les villes épicentres les plus grosses, mais pour un souci de justement rentrer dans un diapo, je vous ai pris les petites files. Donc ici, c'est les villes de Kiévi et Maretz qui sont les épicentres du cluster de surincidence de maladies de Crohn. Ça se trouve dans le Cambrésis, pas trop loin de Cambrai. Donc on peut faire ce genre de choses où on a donc, j'ai répertorié les activités et j'ai fait des petits tableaux comme ça
peut voir qu'évidemment, comme on est dans le Cambrésis, il y a pas mal d'ateliers de tissage. Il y a, et il y a surtout, ce qui est la grande majorité des activités qu'on a trouvées, un bon nombre de dépôts de carburant en tout genre ou de garages. Voilà. Donc ça a été fait, ce genre de tableau. Enfin, évidemment, je l'ai fait pour toutes les 37 villes que j'ai été consulter aux archives. Pour passer sur l'agriculture, donc là, on a pu voir qu'on a quand même des données assez précises finalement aux archives sur la localisation des activités. Pour l'agriculture, c'est beaucoup moins rigolo parce qu'en fait, il n'y a pas de législation comme celle de 1810 qui oblige les fermiers à dire qu'est-ce qu'ils épandent dans leur champ ou quel type de culture ils font. Du coup, il a fallu chercher autre part qu'aux archives. Déjà, on a sélectionné encore une fois 3 types de cultures qui sont les 3 cultures majoritaires du Nord-Pas-de-Calais, la betterave, le blé, la pomme de terre. Donc, dans tout ça, en fait, j'ai fait une recherche sur toute la région, sur les écrits qui pouvaient concerner ces trois cultures. Et l'objectif, c'est de comparer les types de cultures, les techniques utilisées pour faire ces cultures avec les clusters d'incidence de maladies de Crohn. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Encore une fois, c'est un peu compliqué. Donc, je me suis dirigé vers plusieurs types d'écrits. D'abord, les écrits en agronomie de l'époque du XXe siècle, parce que l'agronomie, déjà, c'était un champ de recherche qui faisait fureur tout au long des 19e et 20e siècles, notamment dans le Pas-de-Calais. On cherche à savoir quel type de produit peut protéger les plantes, quel type de produit fertilise les sols. On expérimente à peu près tout dans le 19e siècle. On se dit que même, par exemple, l'arsenic, c'est quand même très bien pour protéger les plantes des insectes, ce genre de choses, effectivement. Donc c'est une véritable chasse aux engrais et aux produits phytosanitaires au 19e siècle jusqu'à assez tardivement dans le 20e. Tous ces écrits-là sont très intéressants, évidemment, et je peux transmettre tout ça à Martin et à Lara Maria donc, pour les aider pour leur étude. On a d'autres types d'écrits qui sont parfois des thèses agricoles qui ont pour objet une ferme qui appartient à un des clusters. C'était plutôt un champ de recherche qui était populaire au début du XXe siècle. On décrit donc, en fait, dans les fermes le fonctionnement de la ferme pendant un an avec les quantités d'engrais utilisées, les techniques, etc. Donc, c'est une mine d'or assez intéressante. Mais une autre mine d'or, c'est quand des personnes décident d'écrire en fait, des monographies complètes sur l'agriculture du Nord et du Pas-de-Calais. J'ai trouvé ça donc, à la bibliothèque de l'Université de Lille, c'est très heureux. Un certain Pierre Vandamme, qui est un ingénieur, un ingénieur agronome, en fait, et qui a écrit, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, 2 études de ce genre, où il présente en fait les cultures les plus plantées par territoire de la région, dans le Pas-de-Calais, les types d'engrais qu'on utilise le plus en fonction de quel sol, dans quel endroit, les herbicides qu'on utilise, les quantités moyennes, les besoins des terres, etc. Ces 2 études à ce monsieur Vandamme, ce sont des références en agriculture. Et à chaque fois que j'ai lu des écrits en fait, en histoire agricole de la région Nord-Pas-de-Calais, c'est la première chose qui est citée dans la bibliographie. Et en le lisant, je comprends bien pourquoi. Côté historien, en fait, on s'est d'ailleurs plutôt intéressé aux différentes révolutions agricoles, parce qu'une fois qu'on a passé la révolution industrielle, on a 3 ou 4 révolutions agricoles en France. Donc, par exemple, celle du 19e, c'est plutôt une révolution chimique parce que c'est la chasse aux engrais, etc. On utilise les premiers engrais de synthèse et plus seulement des choses naturelles. Celle de la Seconde Guerre mondiale, c'est une révolution plutôt mécanique, avec l'apparition en masse des tracteurs, avec
l'apparition également des pulvérisateurs d'engrais pour bien en mettre partout et pas seulement dans le champ. Donc voilà, là, et on a également des historiens qui ont travaillé sur les différents plans de modernisation de l'agriculture. Il y a d'autres sources qui sont aussi envisageables, notamment les législations. À partir de quelle année on a interdit aux agriculteurs de dépendre du cuivre dans leur champs ou d'utiliser l'arsenic? À partir de quelle année on a fait, au niveau européen, on a ordonné les directives nitrates pour réduire les nitrates, évidemment. Voilà, toutes ces législations, ces écrits, ces traités sont des sources qui sont consultées afin d'essayer de retracer, même si c'est quand même très théorique, les pollutions agricoles dans les clusters de maladies de Crohn. Je pense qu'on peut passer à la suite. Accélère. La dernière partie, il faut accélérer. Ok, ça marche. Pour qu'on ait une... Je vais en profiter pour placer une toute petite chose. Ces recherches sont subventionnées, soutenues fortement, parce que les 2 doctorants qui sont ici ont des bourses de thèse, et ça, c'est licite. Donc, c'est un fonds qui a été attribué à l'Université de Lille, et puis c'est la région du Nord, et puis c'est aussi la MEL. Donc, bon, sans compter le soutien aussi très important, et surtout au début, pour la constitution du registre ECLIMAD des associations. Donc, l'association François Petit, évidemment, et puis l'association Digest Science aussi, rattaché à l'Université de Lille. Donc, il y a des financements derrière. On aimerait bien qu'ils soient plus importants, mais bon. Donc, la pluridisciplinarité, je disais tout à l'heure, sur le plan académique, elle a quelques problèmes, bien entendu, mais il y a des financements sur ces recherches. Du coup, c'est vrai que là, on n'a pas beaucoup discuté pour le moment, mais là, c'est le moment où on va parler tous ensemble et surtout mais en gros, l'idée, c'est de partager un peu notre expérience, même si on n'a pas le doctorant, donc on n'a pas beaucoup de recul sur le sujet, sur l'interdisciplinarité, pardon, mais on voulait partager un peu nos témoignages, un peu les difficultés qu'on rencontre. Et du coup, vous l'avez bien compris, le projet de recherche dans lequel on travaille, il y a vraiment beaucoup de disciplines différentes. Il y a des médecins, des statisticiens, des épidémiologistes, des historiens, des géographes, des environnementalistes, etc. Et donc, parfois, c'est difficile de se comprendre ou d'interagir entre nous. Et par exemple, dans le cas ici, entre historiens et plutôt environnementalistes, on essaye en fait de collaborer et de faire interagir nos recherches. Et on a quand même un peu de mal à le faire. Donc, par exemple, l'avantage ici, c'est que Léo, il est historien, mais il a produit aussi une base de données historique, justement. Donc, dans ce cas-là, on va essayer ça fait une bonne porte d'entrée parce qu'on peut essayer de mettre en lien nos données. Et notamment, une des pistes qu'on va explorer pour essayer de travailler ensemble, c'est d'essayer de mettre en lien ces données historiques sur les activités passées et avec les données actuelles sur le niveau de contamination en différents polluants. Donc ça, c'est une première possibilité et je pense que ça aurait peut-être été beaucoup plus compliqué si justement Léo n'avait pas produit de la donnée. Parce que nous, si on avait une description des clusters d'un point de vue historique, on en aurait pris connaissance, ça nous aurait aidé. Mais par exemple, dans le cas d'une publication dans notre domaine, je ne suis pas sûr qu'on aurait vraiment pu... ça aurait été difficile de le valoriser, etc. Même si ça nous aurait beaucoup aiguillé, mais du coup, il faut trouver des points d'accroche entre nos travaux. Moi, donc on a mis, je vous ai mis différentes bases de données en ligne sur le diapo, donc notamment Basias, je ne sais pas si c'est super connu ou pas dans le monde des sciences dures. Je ne sais pas si quelqu'un connaît la base Basias du coup? Non, okay. Oui, ok, donc ouais. Okay. Mais en fait, c'est une base de données qui fait un inventaire des sites polluants passés, donc ça a l'air très sympa dit comme ça, mais c'est une base qui a pas mal de lacunes, donc qui m'a beaucoup aidé et qui vient en fait des sciences dures. Je ne pense pas qu'au labo d'histoire, quelqu'un connaissait Basias, je ne suis pas sûr que
beaucoup de monde connaît toujours aujourd'hui, à part nous deux. Mais ouais, c'est ça, le patrimoine industriel. Et en fait, c'est une base de données qui a plein de lacunes, mais qui a notamment une grande qualité, c'est de citer ses sources, et notamment les cartons aux archives. Donc en fait, quand on est historien, ce qui prend beaucoup de temps au début, c'est d'aller dans les registres d'archives et d'essayer de trouver quels cartons vont nous intéresser. Et en fait, Basias, donc la base que les épidémiologistes ont donnée, ça m'a fait ce travail-là. C'était quelque chose qui m'a fait gagner certainement un bon. Enfin, je ne saurais pas dire combien de temps, mais beaucoup de temps. Donc, c'était très gentil à cette base, sauf qu'elle a plein de lacunes et en fait, les épidémiologistes ont essayé de l'utiliser justement comme indicateur des sites industriels passés. Mais ça n'a pas marché parce qu'elle a pas mal de problèmes, notamment pas trop de dates et c'est pas super précis et l'étude prend pas toutes les. En fait, zappe certains types d'activités qui nous auraient intéressés. Et en fait, ma base de données, bon, elle est très inspirée de Basias, mais elle a pour but d'aider les épidémiologistes à combler les lacunes de Basias, du coup, qui nous a donc servi, mais elle aurait pu être. Enfin, elle ne correspondait pas tout à fait à ce dont on aurait eu besoin. Mais en espérant que ma base soit mieux. Voilà, vous pourriez mieux l'utiliser. Au niveau de l'interdisciplinarité, j'ai fait Archinoé, en fait, je vous l'ai mis, mais c'est une base de données justement des archives du Pas-de-Calais et qui a pour ambition justement d'avoir répertorier toutes les activités industrielles du Pas-de-Calais, tout ce qui se trouve aux archives du Pas-de-Calais est censé être sur la base. Donc, ce qui nous a aussi fait gagner beaucoup de temps et ce qui va aussi nous faire gagner beaucoup de temps, étant donné qu'on ne travaille pas sur les mêmes cadres spatio-temporels. Moi, je travaille que sur 37 communes, toi, tu en as 3000. Donc, évidemment, je ne travaille pas sur toutes ces communes. Mais Archinoé, du coup, merci les archives du Pas-de-Calais, comble un peu ce problème-ci. Bon, si tu veux dire quelque chose. Moi, je peux revenir aussi un peu sur la relation que j'ai et que les autres doctorants dans mon labo ont avec notamment les statistiques et les approches statistiques justement qui permettent de mettre en lien nos données environnementales avec les données de santé. Et du coup, en fait, on interagit avec des gens qui sont impliqués dans le projet de recherche et qui sont épidémiologistes ou qui sont spécialisés en statistiques spatiales. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas encore été confronté à ça, mais j'ai eu un peu des témoignages de doctorants dans mon labo. Et ce qui est parfois un peu compliqué, c'est le dialogue entre les deux, et notamment au niveau du moment où il faut publier les résultats. Par exemple, je sais qu'il y a des objectifs différents dans les articles qu'on veut rédiger, ou même la revue qu'on choisit peut être différente. Il y a aussi une différence au niveau de la manière des exigences vis-à-vis des données d'entrée. Par exemple, j'ai l'impression que les épidémiologistes avec qui on travaille, ils sont très habitués, ils sont bien habitués à travailler avec la pollution atmosphérique. Et c'est un compartiment pour lequel on a beaucoup de données. En général, quand ils ont les données de santé sur une période de temps, ils vont facilement, les environnementalistes vont facilement pouvoir avoir les données de pollution atmosphérique qui correspondent exactement. Mais par exemple, dans mon cas, j'ai des données sur l'eau, des données sur les sols, mais ça ne correspond pas du tout au pas de temps des clusters. Et je sais, en ayant discuté avec eux, qu'il y a certains qui m'ont dit du coup, ça va pouvoir être publié ou des choses comme ça. Et du coup, ils ont sûrement raison, mais du coup, ça rend le dialogue un peu compliqué. Et il y a aussi un point que je voulais évoquer. Oui, c'est aussi le fait, en fait, justement, moi, quand je produis mes données environnementales, du coup, mon premier réflexe au départ, c'était de projeter ma carte pour n'importe quelle variable que je produisais et de faire apparaître les clusters et de voir visuellement si il y avait peut-être un lien ou si ça matchait entre guillemets avec les clusters. Et c'est quelque chose entre guillemets qui pose un peu de problème parce que du coup, je
je voyais tout sous le prisme justement de l'interdisciplinarité, c'est-à-dire que je cherchais tout de suite l'objectif des recherches, et en discutant avec mes encadrants, ils m'ont dit que les résultats que je produisais, même si ça ne renseignait pas sur l'étiologie de la maladie de Crohn, dans notre domaine, sur la caractérisation de l'environnement, ça faisait avancer les choses. Et du coup, j'avais tendance à chaque fois un peu à balayer tout ce qui n'avait pas d'intérêt pour la maladie de Crohn, alors qu'en soi, ça peut être utile dans d'autres cadres, dans d'autres recherches. Et du coup, il faut essayer parfois aussi de redescendre un peu à l'échelle de sa discipline, peut-être pour pas trop se disperser. Alors, un autre cas d'interdisciplinarité, en fait, c'est que on travaille de manière différente, mais on espère trouver des résultats à peu près communs, à peu près semblables. Alors, je pense que derrière, c'est les cartes. Ça se voit, c'est un peu petit. En fait, ici, on a donc une carte de l'île et chaque point vert est une activité que j'ai trouvée aux archives. C'est une carte qui a été faite par Hugo, du coup, qui était dans le projet, un géographe, et qui nous a fait ça. C'est très pratique pour essayer de comparer avec les résultats de l'Armaria quand on aura dans les sols, savoir quelle activité se trouvait où, et même mieux encore avec ce genre de cartes-ci, qui sont en fait, donc là c'est le cluster du Boulonnais, où on a des activités qui sont remises dans leur milieu, pour savoir quel type de milieu a été pollué par les activités. Donc là, Maria, elle elle aurait dû faire du terrain aujourd'hui, mais je pense qu'elle ne va pas en perdre du temps. On espère qu'on va trouver des choses communes entre les activités que j'ai trouvées aux archives et ce qu'elle va trouver dans les sols ou dans les lichens quand elle aura ses résultats. Et essayer de comparer ça ensuite avec est-ce que c'est un cluster de surincidence, est-ce que c'est un cluster de sous-incidence, pour essayer de trouver des substances qui sont peut-être qui favorisent l'apparition de la maladie de Crohn. Et après, je pense ce qu'on constate aussi en travaillant sur les clusters, etc., c'est que finalement, on a l'impression qu'ils sont très différents les uns des autres sur le plan géographique. Et en fait, on se dit aussi que peut-être chaque cluster a son explication. Peut-être il y en a un qui va peut-être s'expliquer par justement des raisons historiques, un autre, je ne sais pas moi, par beaucoup de défaveur sociale ou, je ne sais pas, beaucoup de pollution qui se concentre. Enfin, je pense qu'il n'y aura pas forcément, on aura du mal. Je pense que chaque cluster a un peu son histoire et peut-être son explication. Et, voilà. Après, sinon, je voulais juste faire une remarque aussi sur la manière, en fait, sur le plan pratico-pratique, quand on fait des réunions de projet où tout le monde est rassemblé, moi, ce que je constate, mais c'est très difficile à faire, mais en fait, on a tendance à présenter chacun nos résultats, chacun nos approches, les uns après les autres, et je trouve que ça n'encourage pas trop justement le travail en interaction, et je n'ai pas du tout de solution, mais je sais que moi, ce qui a été le plus utile, c'est justement quand j'étais, par exemple, avec Léo et qu'on avait des discussions un peu informelles, etc. Et voilà, essayer de vraiment avoir des échanges plus poussés entre nous pour favoriser l'interdisciplinarité. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions ou des réactions. Je vais juste rajouter quelque chose parce que ce qui distingue les approches, là, c'est la temporalité. Enfin, il est très difficile, et c'est pour ça qu'on est obligé un petit peu dans ces réunions de chacun présenter à les faire comprendre à un épidémiologiste ou à un statisticien ou à d'autres spécialistes de sciences dites dures que pour travailler aux archives, vous avez besoin de temps, de beaucoup de temps, à les faire comprendre que eux, ce qu'ils ont fait, les clusters, ça a pris du temps, mais bon, ça y est, maintenant, les modèles, mais pour que l'historien
refasse l'histoire de ces clusters-là. Ça demande du temps, de la durée, etc. Ça a vraiment été à la fois une réussite, parce qu'on a quand même réussi à faire prendre conscience de ça, mais ça a été aussi la difficulté de ce travail pluridisciplinaire, et qui, à plusieurs reprises, a failli finalement ne pas aboutir. Parce que quand l'historien arrive en disant écoutez, moi, pour le moment, je n'ai pas de résultat, les autres s'énervent, ce qu'on comprend aussi tout à fait. Dans l'autre sens, il y a eu aussi un apport et un enrichissement. Et c'est pour ça aussi qu'on a passé beaucoup de temps aussi dans ces réunions où chacun présentait, et en particulier où Corinne Gauvert nous expliquait quels étaient les symptômes, les caractéristiques de la maladie de Crohn. Sinon, l'historien ne sait pas ce qu'il cherche en réalité. Et donc ça, c'était aussi très, très important, de convaincre que l'histoire est une discipline qui a de ses méthodes, et puis de les expliquer, ça, il faut à chaque fois. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a de nouveaux doctorants, à chaque fois, c'est Léo qui est envoyé en éclaireur, disons, et puis qui va expliquer un petit peu. Et je pense que c'est justement par des échanges croisés comme ça, entre doctorants, voire entre étudiants master, qu'on peut progresser sur le plan de la pluridisciplinarité. Et voilà. Et c'est vrai que par exemple, un certain nombre de gens de l'équipe avaient fortement dissuadé Léo de s'intéresser en détail à l'agriculture, disant oui, nous on a essayé, ça ne marche pas parce qu'on n'a pas trouvé, etc. Est-ce que ça va être une réussite, cette ouverture à l'agriculture? Je ne sais pas, mais visiblement, ça valait la peine d'aller voir dans des documents que les spécialistes de sciences dites dures n'avaient pas trouvé, parce qu'ils n'avaient pas. On n'a pas les mêmes façons, on n'a pas les mêmes pratiques, on n'a pas les mêmes façons de travailler, et on n'a pas non plus les mêmes publications. C'est-à-dire pas les mêmes bibliothèques et pas les mêmes objectifs. Les revues étoilées pour les historiens, quelque part, ça existe beaucoup moins là, il y a eu aussi un objectif de publication, de reconnaissance que l'historien a moins. Disons, on n'est pas moins dans l'urgence. Voilà. Donc, c'est aussi la richesse de tout ça. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour, alors j'ai peut-être une question pratique juste pour rebondir sur ce que vous disiez. Je m'appelle Ondine Aza et je suis chargée de mission à l'interdisciplinarité à l'Université de Toulouse-Capitole. Et en fait, c'était simplement pour savoir, comme vous parliez de différences de temporalité notamment, est-ce qu'en pratique, du coup, les thèses doivent être soutenues en même temps, ou alors ça peut être pris en compte justement que dans un certain cas, la soutenance ne va pas être au même moment parce qu'on n'a pas forcément les mêmes logiques au sein des disciplines. Alors, merci pour la question parce qu'elle est importante, mais de toute façon, qu'on soit ou pas dans la pluridisciplinarité, les bourses de thèse, que vous soyez en histoire ou dans d'autres disciplines, c'est 3 ans. Résultat, souvent, la 4e année, c'est Pôle emploi, et puis voilà. Bref, et rédiger une thèse, surtout, là, Léo va avoir un problème de rédaction pour une raison simple, c'est que ce qu'il a mis en point, au bout du compte, c'est quoi? C'est plus une méthode. C'est plus une méthode qu'on peut résumer comme ça. Dans quelle mesure l'histoire peut servir à répondre à quelques problèmes de santé publique? On ne va pas plus répondre, le terme répondre. Mais Léo, normalement, doit soutenir sa thèse à la fin de l'année. Il en est très très loin. Il a une base de données. Comment, dans une thèse d'histoire, voulez-vous valoriser une base de données? Je vois la tête des collègues du jury. Léo va dire, j'ai passé beaucoup de temps, 3 ans, 4 ans, 5 ans, j'espère, non, on va s'arrêter là, à faire cette base de données. Qu'est-ce qu'on y trouve? Il nous a montré là le petit tableau et sur l'ensemble de la 40aine de communes. Les historiens vont dire, c'est bien, là, vous avez des chiffres, vous avez les tueries, vous avez les boucheries, vous avez les dépôts d'essence. Et alors c'est là où c'est un peu, disons, un piège dans lequel se trouve Léo, parce qu'il va falloir qu'il rédige quelque chose à partir de cette base de données. Et là, je pense qu'on va un petit peu s'arracher les cheveux. Voilà, ça c'est le défi. Les articles des historiens, c'est en moyenne 40 000 signes. Allez avec, alors sauf si vous racontez l'histoire, que vous décrivez, etc. Mais puisqu'il n'y a pas vraiment de point commun entre ces clusters et leur histoire en termes environnementaux, etc., qu'est-ce qui va bien pouvoir nous raconter? Là, je dois dire que pour le directeur de thèse, c'est un nid d'angoisse. Bref, ça va, on survivra. Mais c'est aussi l'intérêt de l'affaire.
Ça sera sans doute plus facile, heureusement que les collègues ne sont pas là, mais ça sera sans doute plus facile de diriger et de mener à bien des thèses qui sont faites en sciences dures autour de cette recherche du faisceau de cause de la maladie de Crohn. Mais pour les sciences humaines, c'est dur, c'est beaucoup plus dur en fait. Bon, voilà. Après, pour la temporalité de la soutenance, moi je suis en 3e année, il est en 2e. Donc on soutiendra ça. Peut-être ensemble, du coup, si je fais encore un an. Mais ce n'était pas prévu normalement. Officiellement, non, il n'y a pas de. C'est des questions des financements qui arrivent, bon, qu'on essaye d'obtenir et qu'on obtient un petit peu. Là, visiblement, c'est fini. Mais il pourrait y avoir une armée d'historiens pour aller voir aussi pourquoi la Creuse, c'est quand même une question. Pourquoi le Sud, où il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits, toute la région d'Aix-Marseille, là autour de Xavier Domalin, etc. Ils sont aussi complètement dans le pluridisciplinaire. Bon, sur les pollutions, les temps de berre. Bon, là, ils ont eu sans doute beaucoup plus de moyens, mais voilà, il n'y a pas eu de thèse, par contre, en histoire sur ces questions-là. On va reprocher un constat. Voilà, mais il n'y a pas derrière un problème de santé publique. Enfin, si bien sûr la pollution, mais c'est pas la même chose. Du coup, moi, je rebondis sur cette histoire de données. Vu de l'extérieur, un peu comme ça, j'ai eu l'impression que finalement l'interdisciplinarité, elle se faisait vraiment presque à la fin au niveau des données, presque à la fin au niveau des personnes. J'ai l'impression que la disciplinarité, elle arrive quand il faut récolter des données. Et à un moment donné, vous allez discuter, quand vous regardez l'agriculture, vous allez aussi discuter avec les épidémiologistes pour savoir sous quelle forme il faut les mettre les données, de quelle manière il faut les récolter, etc. Puis à la fin, les gens vont faire des statistiques pour faire des corrélations compliquées entre ces facteurs environnementaux et ainsi de la maladie de Crohn. Et du coup, j'ai pas l'impression que. J'ai l'impression qu'il y a une partie du travail qui n'est pas interdisciplinaire, en fait. Alors, c'est pas une critique, c'est pas... Bien sûr, au début, la présentation des clusters, c'est un travail de statisticien et d'épidémiologiste. Voilà, c'est ça qui nous a accrochés. En fait. Peut-être oui. Pardon. En fait, l'interdisciplinarité se fait aussi parce qu'on répond aux besoins l'un de l'autre, donc c'est plutôt au niveau des résultats. Moi, ce que je voulais juste dire, c'est effectivement, on sent bien qu'il y a des temporalités très différentes dans la démarche de travail. Et la question que je me pose, comment ça a pu vous gêner de me dire, ah tiens, là, je trouve un super truc en point de vue histoire, et j'aimerais bien l'approfondir, je m'en fous de la disciplinarité, puis de la même côté, de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce que ça quand même laisse ces possibilités-là de se dire, là maintenant, bon, c'est joli, un petit manuel, mais moi, j'ai trouvé un truc, un os à ronger, là. Martin, oui, vous en avez parlé un petit peu. Moi, j'en ai parlé un peu. C'est vrai que dans mon cas, en fait, c'est vraiment mes encadrants qui sont un peu revenus vers moi parce que c'est vrai que j'avais toujours comme objectif de faire le lien avec la santé. Et justement, je me suis rendu compte que en fait, le travail que je faisais, même si ça ne renseignait pas sur l'étiologie de la maladie de Crohn, déjà, ça répondait à certaines questions. Et en plus, ça pouvait servir à plein d'autres choses, comme par exemple identifier des points noirs environnementaux ou essayer de caractériser justement l'environnement au sens... Et du coup, je suis un peu sorti de cette dynamique. Et aujourd'hui, je me dis, je caractérise l'environnement. Et ensuite, je verrai si ça matche avec la maladie de Crohn, si on peut trouver des choses, mais j'essaie de me détacher un peu de l'objectif final, même si je le garde quand même en tête, parce que les pollutions que j'étudie, etc., j'essaye toujours quand même d'avoir, par rapport aux variables que je choisis, d'avoir en tête la maladie que j'étudie, mais en fait, j'étudie une autre maladie en même temps, pareil que l'insuffisance rénale. Du coup, voilà, j'ai résolu ce problème grâce à mes encadrants qui m'ont encadré. Moi, c'était plutôt le côté des historiens qui me préoccupait parce que eux, c'est vraiment la collecte de données dans une discipline des sciences sociales, c'est quand même beaucoup plus long. Et je dirais que ça a été moins fait, j'ai un peu l'impression. C'est une pratique qui est moins rapide que dans beaucoup d'autres domaines. Et donc, c'est surtout pour de ce côté-là, j'aimerais bien avoir l'avis s'il y en a, s'il n'y en a pas.
Que dire en fait, c'est vrai que ce que j'ai fait, la maladie de Crohn, c'est juste un indicateur des zones où je dois aller chercher. J'aurais pu faire ça, je fais pareil pour l'insuffisance rénale. Si on m'avait dit de faire ça sur les zones où il y a un cancer de je ne sais pas quoi, effectivement, comme je disais tout à l'heure en introduction, tout ce qui est génétique, tout ça, j'y connais rien en fait. Moi, on m'envoie juste sur un territoire, c'est souvent aux archives, mais je cherche sur un certain territoire aux archives, et c'est lié au endroit où il y a beaucoup de maladies ou pas beaucoup de maladies, mais en fait, c'est pas vraiment la maladie, c'est pas vraiment sur la maladie que je travaille, c'est sur les endroits où il y a beaucoup de maladies. Reconstituer l'histoire, mais ce qui met vraiment les racines, les bottes restent historiennes parce que, les bottes, ce qui vous met sur. Bon, parce que l'histoire des pollutions industrielles, évidemment, l'histoire de l'industrialisation, l'histoire du Nord-Pas-de-Calais, l'histoire de ces épicentres des clusters, là, même rue par rue, hein, toutes ces histoires de Lille qui pourraient être comparées à la carte précédente, là, bon, donc voilà, la méthode reste historienne. Elle reste, voilà, c'est obligatoire, je pense. Anne n'a peut-être pas tort en disant qu'on passe la beaucoup de temps à publier des archives pour constituer des séries longues. La pollution, si on veut aller au niveau de l'application de ces métiers, par exemple sur le temps, c'est effectivement des heures et des heures à aller dans le registre technique pour saisir. C'est pour ça que tu as entièrement raison. C'est un temps non négligeable. Et ça, c'est pas pour donner un exemple, la ville de Lille, j'ai 4500 activités, Lille, c'est 2200 activités. Et ça m'a pris, quand j'étais un peu aidé par Hugo, je pense que ça m'a pris peut-être 5 mois. Après, j'allais 2 ou 3 fois par semaine, je veux dire, mais ça m'a pris, c'est assez fou. J'ai passé presque plus de temps pour Lille que pour tout le reste toutes les 36 autres communes. Mais ça prend longtemps. Les archives, c'est long et on est au courant quand on est historien. C'est pour ça que je fais que 37 communes et que Martin, on a 3000 et la Maria, on a quelques centaines, une centaine, parce que c'est long. Expliquez ça à un épidémiologiste. C'est pas évident. Justement, j'avais une question. Est-ce que vous avez établi des règles d'utilisation de données, de partage des données, je ne sais pas comment on dit ça en français, d'autorship sur les articles entre nous? Oui, c'est-à-dire que parce qu'effectivement, moi je vois on a le même problème en écologie, c'est que quelquefois il y a des gens qui construisent des gros jeux de données en allant compter des papillons pendant des années, et puis quelquefois il y a des gens qui sont plus forts en stats derrière et qui demandent aux épidémiologistes qui vont faire des gros papiers dans Nature ou Science. Et du coup, il y a vraiment un enjeu sur comment les données sont partagées. Et alors souvent, il y a des fois ça se passe bien, mais il y a des fois c'est compliqué. Du coup, je me demandais comment ça se passait chez vous. Alors, côté histoire, moi, la base de données que j'ai faite, elle n'a pas pour ambition d'être planquée quelque part. Là, déjà, je leur ai donné à tous et j'espère qu'ils vont réussir à l'utiliser et à écrire là-dessus et qu'on pourra même peut-être écrire ensemble. Ça serait vraiment chouette. Voilà, c'est l'objectif, il est là. Et en fait, comme je disais que ce que j'ai fait, c'est pas vraiment sur la maladie de Crohn, des gens qui pourraient être intéressés par cette carte-là, qui travaillent sur les pollutions à Lille, il pourrait y en avoir plein. Et moi, ça me ferait très plaisir si quelqu'un en a besoin, dans n'importe quelle discipline que ce soit d'ailleurs. Et il me semble qu'il y a un serveur qui est en train d'être mis en place pour qu'on toutes nos données dans le projet soient mises en commun. Après, je ne sais pas comment vous allez gérer vos données, mais... C'est l'ANR, hein. Il y a une ANR qui finance. Donc, c'est sciences ouvertes, je ne sais pas comment ça se dit. Voilà, il y a une base de données commune. Hein. De toute façon, on est dans cette démarche-là. Si tu voulais dire quelque chose, moi aussi, ma base de données, normalement, elle sera publiée. Je ferai sûrement un article
notre data, en gros, pour la publier, pour la rendre librement accessible. Je pense à la fin de ma thèse, ou en tout cas, c'est prévu. Et entre nous, il y a un serveur dans lequel, pour l'instant, on ne l'a pas trop fait. Quoi, mais en gros, on a un serveur dédié où on peut mettre toutes nos données et se les échanger. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. J'ai l'impression qu'il n'y a pas on n'a pas de souci entre nous. Oui. L'intéressant de l'interdisciplinarité, c'est que, en fait, quand Léo a conçu, ça va il a bien conçu en ayant en tête ce que souhaitait le logique, ce que les autres. Donc, l'interdisciplinarité, elle se fait à ce moment-là. Sinon, l'historien, il va travailler sur d'autres sujets qui sont des sujets différents. Ça peut être la santé ou. Là, il a quand même clairement construit la base de données, de sources pour répondre à une question. Tout à fait. En fait, c'est ce que expliquait Martin, c'est qu'ils n'ont pas de données historiques. Et en fait, je leur ai fait des données historiques, en gros. J'avais une autre idée et j'ai oublié. Oui, et d'ailleurs, j'ai joint ma base de données à une autre base du BRGM qui s'appelle Activipol et alors c'est encore une fois super théorique, mais en fonction du code de la nomenclature des activités françaises, explique en théorie, avec plein d'indicateurs différents, les types de pollution que cette activité est censée avoir rejetées. Et en fait, je l'ai collé à ma base de données. Alors, j'ai dû le refaire, pour rejoindre, j'ai dû trouver le code d'activité de chaque activité de ma base de données, parce que évidemment, la nomenclature n'existait pas à l'époque. Ça a pris un peu de temps. Mais en tout cas, dans ma base de données, en plus de toutes les adresses, de toutes les raisons morales, il y a aussi les substances, les produits qui ont censé avoir été, en théorie, rejetés par ces activités. Donc, c'est vraiment fait pour eux. J'ai fait le mieux que je pouvais. Maintenant, c'est à vous. Mais c'est vraiment pour répondre aux besoins historiques, effectivement. Oui, je trouve que vous avez très bien illustré l'intérêt de l'interdisciplinarité sur un exemple qui est la maladie de Crohn, mais on voit bien que tout le travail que vous faites, ça peut servir à bien d'autres maladies, bien d'autres problématiques. Et effectivement, ma question elle est un peu générale, c'est-à-dire qu'en développant l'interdisciplinarité, on voit la limite que ça peut poser, à la fois pour des thèses de spécialité, mais aussi pour la publication. Je voulais savoir si, sur le plan international, on commençait à développer des journaux internationaux interdisciplinaires pour que justement, à la fois dans les jurys de thèse, il y ait justement cette interdisciplinarité, mais aussi dans les publications pour pouvoir irriguer différents champs de discipline. Merci pour votre question. Ça se fait un peu en sciences de gestion, par exemple. Là, il y a des revues qui sont... Mais c'est toujours le problème des classements des revues. C'est-à-dire que pour que cette pluridisciplinarité ou transdisciplinarité, comme on veut, s'impose, il faut que ça soit reconnu par des étoiles quelque part, qu'on va poser derrière la revue machin. Mais c'est vrai que les revues internationales anglo-saxonnes, parce que c'est ça, elles ne sont pas tellement pluridisciplinaires à ma connaissance. Hein. Alors, pas encore. Peut-être plus en sciences de gestion, peut-être plus du côté des sciences humaines, parce que quelque part, les spécificités, voilà, c'est mon expérience avec cette histoire de maladie de Crohn, là, on a beaucoup moins de mal à dialoguer avec des sociologues, quand on est historienne, hein, historien, avec des sociologues, avec des géographes, avec évidemment des épidémiologistes. Au début, on ne se comprenait pas du tout. Hein. Il a vraiment fallu qu'on s'accroche, hein, de part et d'autre d'ailleurs, parce que la méthode, il a fallu la présenter. Bon, c'est très séduisant initialement de dire oui, on a des clusters, venez donc en faire l'histoire et la démarche, vraiment, chapeau de l'avoir faite, parce que ça nous a pris énormément de temps après de développer, présenter la méthode historique, développer la méthode historique, savoir un petit peu comment on pouvait faire, qu'est-ce qu'on allait faire de tout ça. Sur le plan des revues internationales, ça, je ne sais pas dans quelle mesure c'est très valorisé. Pour le moment, je ne crois pas trop, hein, parce
Alors, en sciences humaines, oui, et sociales, de plus en plus, hein, quand même. La socio-histoire et tout. Bonjour. J'avais plusieurs questions. En fait, une première question, c'est par rapport à la source des données. Vous avez mentionné l'INSEE, vous avez mentionné un certain nombre de sources publiques. Comment se fait le processus qui décide que l'INSEE va s'intéresser à une chose par rapport à une autre? Franchement, je ne saurais pas trop répondre. En fait, j'ai quelques données de l'INSEE, mais la grande majorité, c'est vraiment plus données environnementales, donc c'est plein de sources différentes, mais je ne sais pas du tout. Franchement, je ne me suis jamais. En fait, la question, c'est comment est-ce que l'État choisit d'investir dans la collecte de certaines données plutôt que d'autres? J'imagine que ça doit être voté. Ça tient beaucoup à la formation des statisticiens. Oui. Les enquêtes, les premières enquêtes sur les sans-domicile fixe. Qu'est-ce qui leur a pris à l'INSEE d'aller interroger des sans-domicile? C'est super dur pour un statisticien. Ils ont fait cette enquête. Pourquoi est-ce qu'ils créent des panels de population? C'est pareil pour l'INED. On pourrait faire ça pour toutes les institutions de statistiques publiques, d'une façon générale. C'est pas voté, ce qui est voté, c'est le budget. Après, vous avez à l'INSEE, il y a une tendance assez forte déjà, enfin de plus en plus à faire de la modélisation, de la maths, des maths pour les maths quelque part. Mais il y a aussi des sociologues qui restent et qui développent ce type d'enquête, quoi. Les enquêtes statistiques, à mon avis, quand même relèvent encore beaucoup en France des statisticiens. D'une dynamique. Le secteur des sciences humaines et sociales académiques est en interaction avec ces gens-là? Bien sûr, oui. Bien sûr. À INED, oui, bien sûr. Oui. Ils sont d'ailleurs demandeurs, parce que ça ne leur coûte rien d'aller demander, vous faites venir l'historienne de service qui fait une histoire de l'indice des prix, voilà, ça ne coûte rien, c'est pas... Bon. Mais par contre, ça peut susciter des dialogues intéressants. Alors après, il y a évidemment le directeur général de l'INSEE nommé en Conseil des ministres. Ça veut dire qu'il est révocable à la minute, quoi. Bon. Et du coup, ils sont un peu sur des sièges éjectables. Si les pouvoirs politiques sont raisonnables, ils ne mettent pas quelqu'un qui ne va pas faire quelque part du bon travail. On sait que les stats peuvent être manipulés, bon, d'accord, mais l'initiative des enquêtes, ça relève du service de la conjoncture, du service des études démographiques, du service de ci, ça, quoi. C'est pas, bon. Il n'y a aucun contrôle parlementaire. Parlementaire. Après, on peut couper le budget. Oui, non, mais outre. Après, ça c'est le jeu, je pense. Il y a pas de demande, par exemple. Si, j'espère qu'il y a une demande. Enfin là, j'en doute un peu en ce moment, mais ça dépend des sujets, disons. Mais normalement, bien sûr, il y a une demande très forte des parlementaires. Il y a une demande. Bien sûr, oui. Ça, dans l'histoire, oui, bien sûr. Et puis, j'aime pas ce mot-là parce qu'il veut rien dire, mais je le dis quand même, l'opinion publique. Est-ce que l'opinion est porteuse de demandes d'enquête? Et lesquelles? S'il y a eu une enquête sur les sans-domicile qui a coûté très cher, si on supprime des équipes d'enquêteurs parce que l'indice des prix, si aujourd'hui on s'intéresse à telle ou telle chose, c'est parce qu'il y a une demande. Globalement, ça vient des parlementaires. Il y a un conseil national de le CNIS aussi. Les programmes statistiques sont définis par des instances et qui sont l'émanation de la... Alors là, je parle comme dans les textes de loi, mais qui sont l'émanation de la société civile. Ça ne se fait pas comme ça. Le patronat demande, évidemment. Les stades de salaire, d'où ça vient, c'est pas... L'indice des prix, pourquoi on le calcule? Parce qu'il y a une très forte demande, évidemment. L'indice des loyers, à quoi ça sert? On s'en fiche complètement. Pas du tout, parce que si vous avez un appartement, vous voulez savoir si vous revalorisez ou pas. Bon, il y a une demande sociale. Il y a aussi des chapes et des censures politiques, ça c'est sûr. Il y a des terrains, le travail des femmes, tout ça, pendant très très longtemps, il y a même des articles d'une statisticienne, je vais pas, parce que là, si je me lance là-dedans, mais qui a bien montré que le travail des femmes avait été invisibilisé par les institutions de stats françaises pendant très 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 longtemps. Vous voyez, ils ont conscience de ça, bien entendu. C'est pas... Après, ce sont aussi des individus qui peuvent être aussi à l'initiative. Je sais pas si on a juste une question rapide. Est-ce qu'il y a des pathologies associées à Crohn
complètement différentes, en fait, qui a priori n'ont fait pas de lien entre pathologies et qui pourraient donner des indications sur l'étiologie. Alors là, je vous renvoie vers Corinne Gauvert, parce que c'est elle qui... Bon, mais lié au tabac, par exemple. Y a-t-il un médecin dans la salle? Le tabac, il y a un lien entre Crohn et tabac, Crohn et nicotine. Bon, la pathologie, oui, cette dépendance-là, si vous arrêtez de fumer, que vous êtes une femme dans la trentaine, vous avez plus de chances que si vous êtes un homme et que, voilà, de déclencher un Crohn. Voilà, ça peut... Donc, il y a des choses comme ça. Sinon, dans le Nord, c'est difficile de savoir parce que c'est un territoire qui est très sinistré sur le plan de la santé publique. Donc, les pathologies sont tellement multiples, les gens arrivent tellement tard aux urgences qu'ils y meurent. Hein. C'est ça le Nord, en fait, pour aller vite. Hein. Je ne veux pas faire le film, mais bon, quand même. Donc, les pathologies sont tellement... l'insuffisance rénale chronique, par exemple, apparemment, il n'y a pas... On est en train de travailler là-dessus. Apparemment, il n'y a pas de lien immédiat, direct, mais peut-être que... il y a tellement de cumul de pathologies dans le Nord, problèmes de santé publique qui s'additionnent, quoi, que c'est difficile de voir. Il faudrait peut-être plus aller dans la Creuse, là. Justement, oui, sans doute. Mais c'est pour ça cette étude-là devrait être menée, mais là, à l'échelle de la France. Après, et puis même, le Nord, c'est une région frontalière. Que se passe-t-il de l'autre côté de la frontière? Ça, c'est fondamental. Mais ça, pour le moment, on n'en sait rien parce que justement, les épidémiologues n'ont pas réussi à établir de contact avec... c'est très, très long à mettre en place, hein, ces réseaux. Parce que les clusters qui se terminent à la frontière, moi, ça m'a toujours fait... c'est comme le nuage de Tchernobyl, hein, c'est bien. L'organisation de la prise en compte à l'échelle de l'université. Donc, il faut deux parties. Est-ce que ce projet a induit l'idée de créer une formation en santé environnementale qui soit à la fois avec un pied en histoire et puis un pied avec deux professions? Est-ce que on a un projet d'établissement? La question des études, comment ça se passe? Alors, j'ai un doute là-dessus. Je ne crois pas. Par contre, j'ai donné 2 heures de cours en fac de médecine, mais je pense que c'est on fait ça souvent, c'est un les BU. ans. Ouais. Mais sinon, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une formation commune, alors qu'en plus, on s'est regroupé en université de Lille. C'est ça la limite académique du truc. Voilà. Mais moi, j'avais essayé de monter une licence, une double licence histoire-économie. C'est un truc parce que ça n'a jamais marché. Parce que il y aura moins de maths dans le cursus. Voilà. Et là, alors, les historiens seraient d'accord, je pense, vraiment, parce qu'on a des spécialistes de la santé, parce qu'il y a du boulot, et l'histoire des pollutions industrielles dans le Nord en est à sa naissance. Hein. Avant, c'était l'industrialisation. Mais tout là, est-ce que les épidémiologistes et tout ça seraient intéressés? J'en suis pas certaine. Tu vois, d'une formation. Parce qu'on pourrait continuer comme un peu sur l'histoire de la santé est quand même très intéressante et nourrit aussi le diagnostic des médecins qui changera. Bien sûr. C'est par l'ouverture du colloque qui a été fait par la recherche sur l'université, était extrêmement ferme sur la question. C'est un projet d'établissement, ça a été créé des instituts, dédiés. Il y a eu une architecture qui se. Ma deuxième question, c'était maintenant, on remarque que les gens chacun finalement et peu d'interaction. Et comment est-ce qu'on peut réfléchir à comment surmonter ça, ou comment avoir des réunions peut-être plus informelles en groupe pour justement faire converger des points de vue, des recherches, des méthodes. Alors, déjà, c'est notre deuxième présentation commune en 2 semaines. Donc, on s'est vu quand même sur des sujets un peu, des sujets un peu différents. Donc, voilà, on essaie de faire quelque chose qui peut être à peu près. Ouais, on essaie de faire des choses ensemble. C'est
après, surtout, ça s'est accéléré quand même dernièrement, parce qu'au début, quand on était tous les trois, du coup, dans nos recherches de données, c'était ouais. C'était pas le moment, voilà, exactement. Et c'est plus le moment maintenant, donc on essaye voilà, encore une fois, on a fait 2 présentations en 2 semaines à 2 endroits différents. Moi, j'ai fait une présentation d'histoire dans une journée d'études de son labo avec lui, du coup, et avec Lara. Donc ça commence, et peut-être que c'est comme ça qu'on trouvera vraiment bien comment en plus emboîter nos travaux. Si tu veux quelque chose. Non, puis il y a le montage de projet, hein, quand on fait ensemble, quand on dépose ensemble une ANR, par exemple, et ça, bon, on a échoué, voilà, ça n'a pas marché, on s'est revu, bon, pourquoi ça n'a pas marché, etc. Évidemment, là, c'est de la tarte à la crème, mais la Covid, c'est pas facile, c'est encore moins facile, mais on s'est quand même beaucoup vu, on s'est beaucoup vu pour, justement, pour monter des projets, pour essayer d'avoir des sous, disons, c'est normal, hein, pour défendre ces projets-là, et puis l'interdisciplinarité aussi. C'est à ces occasions-là, en fait. Et ça tient, alors, la limite vraiment énorme, et ça, c'est dans tous les projets, c'est que ça tient à des personnes. C'est-à-dire qu'une mutation, il n'y a plus de relais en histoire, parce que mes collègues, c'est pas forcément, pas contre mes collègues, mais s'ils ne sont pas embarqués dans l'affaire depuis 6 ans, qui va prendre le relais? A priori, c'est mal parti, quoi. C'est là où l'institutionnalisation de ce genre d'expérience est absolument nécessaire, mais malheureusement, c'est très difficile à la fois de porter le projet et aussi, en plus, de porter un drapeau à la présidence d'une université pourtant qui vient de faire une fusion, effectivement. Hein. Mais bon, c'est déjà bien d'arriver à bosser ensemble. Oui, il y en a une en ligne. Donc, il y a une question de Priscilla Loumont. Est-ce qu'il pourrait y avoir des éléments dans le Nord qui impacteraient le microbiote des habitants et donc leur incidence pour développer la maladie de Crohn? Je ne sais pas s'il y a des éléments spécifiques, en tout cas, je n'ai pas en tête des éléments spécifiques du Nord, mais par exemple, ça a été démontré que nous, on a des clusters qui sont de surincidence qui sont vraiment plutôt ruraux, et du coup, on étudie par exemple toute la question des produits phytosanitaires, et il y a des études qui ont montré que certains, justement, faisaient des règlements, avaient un impact en tout cas sur le microbiote. Et après, il y a aussi tout ce qui justement, la Ramaria qui va faire des prélèvements, elle a fait vraiment un état de l'art de connaissance. Et il y a par exemple des études qui montrent un lien éventuel entre la maladie de Crohn et certaines hormones, par exemple les contraceptifs féminins, ou certains antibiotiques qui peuvent éventuellement se retrouver dans l'environnement, etc. Et du coup, elle va échantillonner aussi. Mais par contre, des éléments spécifiques au Nord, après le Nord, c'est plus pollué en général qu'ailleurs, mais je ne sais pas s'il y a des polluants spécifiques dans le Nord. Il y a des comparaisons de microbiote en Creuse dans le Nord? Non, mais c'est vrai qu'il y a des. En fait, c'est un peu. Il y a beaucoup d'études sur le microbiote et la maladie de Crohn. Et en fait, c'est des choses que nous, on est vraiment à une échelle vraiment au-dessus, quoi. Et par exemple, c'est pour ça que ça a aussi beaucoup de limites, cette approche, c'est que tout ce qui est comportement individuel, l'alimentation, tout ça, en fait, on n'a aucun moyen de l'étudier, en tout cas à notre échelle. Et du coup, vraiment, l'idée, en fait, c'est d'essayer d'identifier des tendances ou des pistes, et d'avoir un faisceau d'indices, et ensuite de tester ces hypothèses avec des études individuelles, etc. Mais comme c'est des études très coûteuses, l'idée, c'est en amont d'essayer de trouver des choses avec ce qui est disponible actuellement. Il permet effectivement, quand il y a un diagnostic posé, de recevoir des enquêtes le malade pour avoir des informations. La limite, c'est que, en revanche, pour aller chercher dans le microbiote,
fait des études sur les dents. Oui. Études des dents, c'est super important. C'est aussi des études effectivement très très coûteuses. Et puis il faudrait comparer des dents du Nord, des gens qui sont dans un cluster très impacté par Crohn, et puis des dents de la Creuse, enfin vous imaginez. Les dents creuses. Oui, c'est pas une question, c'est une petite piste de réflexion parce que dans beaucoup de domaines, par exemple en génétique, on se rend compte qu'on va comprendre un mécanisme qui déclenche une maladie à partir de deux facteurs déclencheurs. Par exemple, par rapport à la maladie de Crohn, il y a peut-être la réflexion entre ce qui a été fait un petit peu avant le tabagisme et, par exemple, je ne sais pas, un autre facteur complémentaire, évidemment, on peut avancer. Merci. Merci. On va en rester là pour aujourd'hui. Merci à nos deux doctorants.